TP l'a intégré dans son panel d'options, toujours dans l'optique de décarboner le secteur. Alors quels sont les atouts précisément de l'hydrogène? Est-il spécifique à certains usages, à certaines machines en particulier? Où en sommes-nous sur son développement? Quelles sont peut-être ses forces et ses faiblesses? Et comment l'amener aussi jusqu'au chantier? On va le voir avec nos différents invités. Avec nous sur le plateau, Philippe Boucli, bonjour. Bonjour. Président de France Hydrogène, merci d'être avec nous. Marcus Müller, docteur Marcus Müller, bonjour. Directeur de la technologie de Deutz AG, merci d'être avec nous. Yann Dubos qui est également avec nous, bonjour. Bonjour. Maire de Bussy-Saint-Georges, conseiller départemental de Seine-et-Marne et président d'EPAMarne notamment. Et puis Bruno Munier, bonjour. Directeur bonjour. Performance équipement territoire sud-est chez Colas. L'hydrogène, je le disais, c'est aujourd'hui une solution complémentaire à l'électrique pour décarboner les chantiers. Quels sont les atouts peut-être que n'a pas l'électrique, Philippe Boucli? L'hydrogène, c'est le meilleur des deux mondes, entre le monde thermique qu'on a connu et le monde électrique, dans la mesure où vous avez la propreté de l'électrique et vous avez la rapidité, l'autonomie des fossiles qu'on a connus jusqu'à présent. Donc c'est ça tout l'intérêt. Alors évidemment, il va y avoir, je pense qu'on y reviendra après, il y a un certain nombre de challenges qu'il faut relever, mais en tout cas, des challenges à la fois techniques, des challenges économiques, et notamment technique, l'approvisionnement disons, amener l'hydrogène sur les sites d'utilisation. Mais en tout cas, c'est une solution propre qui peut convenir parfaitement, notamment sur les chantiers. Justement, pour pouvoir faire fonctionner ces machines, vous le dites très bien, il faut pouvoir les alimenter. C'est possible aujourd'hui, on a déjà les stations qui sont là, notamment par exemple en Ile-de-France. Oui. Ça y est, les projets avancent. Alors ça commence à arriver, effectivement. On a pas mal de projets qui sont assez matures et qui aujourd'hui vont passer au stade de la production. Et vous disiez tout à l'heure comment on arrive à apporter l'hydrogène sur les chantiers. On l'a déjà notamment sur des plateformes logistiques qui ont déjà des petites stations d'hydrogène qu'on vient alimenter par des bonbonnes. Et je pense par exemple au chariot élévateur, par exemple. On travaille sur Bussy-Saint-Georges avec Toyota qui déjà depuis des années travaille de l'hydrogène pour accompagner l'ensemble de son matériel. Donc en fait il y a déjà des solutions qui permettent de transférer de l'hydrogène directement sur un lieu d'utilisation. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont surtout les lieux de production d'hydrogène, et l'hydrogène vert, puisqu'on parlait de décarbonation. Oui. Donc c'est l'essentiel, effectivement, et c'est le challenge qu'on s'est donné, notamment sur ma commune, de produire au démarrage 5 tonnes jour d'hydrogène vert. Même question de votre côté, chez Colas, comment est-ce qu'on adresse ce sujet aujourd'hui? Alors, Colas a des ambitions importantes de décarbonation, notamment au travers de son parc matériel qui est conséquent. Et donc, à ce titre, on est très attentif aux nouvelles technologies, aux solutions proposées par les constructeurs, mais néanmoins avec des contraintes de coût quand même, et ensuite sur nos chantiers, il faut des machines complètement opérationnelles, que ce soit sur les aspects de logistique de livraison ou d'autonomie sur la journée de travail. Voilà, donc on regarde avec intérêt, mais prudemment, puisque effectivement on est contraint par ces deux aspects-là. On est contraint, mais les choses avancent, et je vais vous donner la parole, Marcus. Vous avez, je crois, multiplié les tests côté fabricant. Moi, je voudrais savoir, on installe aujourd'hui l'hydrogène sur quel type de machine? Je crois qu'il y a certains gabarits qui sont adressés jusqu'à 20 tonnes, il me semble, en priorité pour l'instant. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'il n'y aura pas une seule route vers ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc, en fait, il y a différentes possibilités. Sans utiliser l'hydrogène. Go on. Yeah. I'm going to translate. I'm sorry. No, I understand that.
No, I said there's not one. Donc je disais qu'il n'y a pas une seule approche, une seule route pour arriver à une mobilité neutre par rapport au climat. Et au-delà de 100 kilowatts. L'hydrogène va jouer un rôle principal, comme vous l'avez dit, avec des machines en fait de 20 à 30 tonnes. Et donc oui, l'hydrogène, nous investissons dans cette technologie car nous pensons que ce sera réellement un produit pour nos clients qui vise à être neutre au niveau climatique à l'avenir. Pas une seule approche pour la mobilité, mais l'hydrogène qui va jouer un rôle essentiel, principal, notamment sur les machines pour 20 et 30 tonnes. Et on pense qu'il y a réellement un rôle dans les années à venir pour nos clients avec cet hydrogène. On fait quoi on peut adresser tous les types d'engins aujourd'hui. Je pense aux pelleteuses, aux chariots télescopiques. Quelle est sur ces engins-là, par exemple, la valeur ajoutée, si j'ose dire, de l'hydrogène ? Est-ce qu'on sait le déterminer ? Est-ce qu'il y a des engins où c'est plus utile que pour d'autres ? Pas nécessairement. Tout type d'engin peut être converti à l'hydrogène. Un des avantages, j'étais surpris de sociétés comme Colas ou autres qui sont venues nous voir il y a 5 ans, 6 ans. Et je pensais, ou des sociétés qui travaillent dans la construction, mais aussi dans le bâtiment. Et je pensais qu'il s'agissait d'utiliser l'hydrogène pour le chauffage des locaux. Ils m'ont dit pas du tout, c'est pour la mobilité et pour les gros engins, parce que ces engins sont silencieux et donc on pourra travailler plus longtemps. Donc c'est un des avantages du camion ou de l'engin à hydrogène à pile à combustible, dans la mesure où il est silencieux. Alors, sur les chantiers, il y a une autre catégorie qui apparaît. On voyait à l'instant un film là, sur les moteurs à combustion interne à hydrogène, oui, qui sont également une solution. Et je crois que le maître mot, c'est neutralité technologique. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas d'idéologie particulière. Il faut ouvrir toutes les options et selon les cas, avoir une pile à combustible et un moteur électrique ou un moteur à combustion interne. Vous parliez tout à l'heure d'hydrogène vert. On fait quoi ? Si je schématise, on remplace les moteurs actuels par des solutions. Alors, je ne suis pas certain que ce soit moi qui ai évoqué ce point-là, mais par contre, je rebondis sur ce seuil des 20 tonnes et j'allais dire certainement la plus-value que peut apporter l'hydrogène versus des solutions d'électrification sur batterie. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est engin compact, et effectivement, on peut mettre un seuil à 20 tonnes. Des solutions techniques existent, elles marchent et finalement sur ces machines-là, on n'a pas besoin d'énormément de puissance. Mais dès lors qu'on a besoin de puissance, l'électrique sur batterie aujourd'hui se heurte effectivement à un seuil et où là effectivement à moyen terme il faudra qu'il y ait autre chose. Alors peut-être l'hydrogène, peut-être autre chose. Nous on est utilisateurs finalement, on n'est pas. Et quand on voit sur le salon effectivement des différents constructeurs sortent des moteurs à combustion hydrogène, c'est intéressant, mais à un horizon plutôt 2028-2030 si j'ai bien compris. Vous êtes utilisateur, mais je crois qu'il y a des stations qui sont en construction. Alors en Ile-de-France, on va y revenir, mais il y a un projet aussi à Dunkerque, et puis il y a des stations aussi dans le sud de la France. Alors, ça, c'est une autre facette de nos activités où effectivement on a des entités qui construisent pour d'autres clients des stations hydrogène, mais c'est pas pour notre utilisation propre. C'est un business différent. Mais ça participe au développement. Ça participe au développement. Oui. Ça participe au développement. Oui, effectivement, c'était vous sur l'hydrogène vert, Yann Dubosc. Il va falloir faire attention à ça parce que c'est peut-être aussi quand on parle de verdir toute l'activité, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Alors il y a un besoin des entreprises de verdir leur flotte. Il y a aussi un besoin, une exigence des clients
que les chantiers soient propres, que les camions de livraison le soient également. Et en fait, l'hydrogène vert, c'est surtout effectivement son mode de fabrication qui va déterminer effectivement s'il est gris, s'il est vert. Sur Bussy, on s'est associé avec l'entreprise Life, qui est un des grands producteurs aujourd'hui européens d'hydrogène vert et qui nous le garantit notamment dans l'alimentation électrique permettant à l'électrolyseur de produire de l'hydrogène vert. En fait, et ça y est, le projet démarre. Hein. Exactement, le projet démarre. Donc on va être en phase de production, je pense, dans les mois qui viennent. Et ça va nous permettre d'être, je dirais, sur l'Est parisien en tout cas, le plus grand producteur d'hydrogène vert et de distribution. Donc on l'a fait effectivement avec l'entreprise Avia, qui va nous permettre sur l'Est parisien, notamment sur l'autoroute qui va vers l'Allemagne, d'avoir des relais comme cela effectivement de stations à Reims, à Strasbourg, mais également Bussy-Saint-Georges qui sera le dernier kilomètre avant la ZFE. Là aussi, il y aura notamment pour les entreprises de construction et sur les grands chantiers cette exigence de verdir les engins pour pouvoir rentrer dans l'agglomération parisienne. Ouais, et on aura tous les maillons de la chaîne puisque après effectivement il y a les machines qui arrivent. C'est ça. Marcus Müller, vous êtes prêt, ça y est, à entamer la phase de test en conditions réelles pour le premier moteur à hydrogène de Dodge? Yeah, thank you for this question. Oui, merci pour cette question. Je voulais intervenir. Oui, parce que nous prévoyons avant 2030, on aura un moteur en ligne de fabrication dès cette année, un moteur à combustion où le carburant est l'hydrogène et c'est pour l'industrie et cela veut dire qu'il y aura également des stations d'hydrogène et vous savez qu'il y a déjà des véhicules qui fonctionnent sur l'hydrogène et là donc nous sommes prêts pour commercialiser un moteur à hydrogène. Il disait évidemment le moteur à hydrogène et il disait qu'effectivement c'était pas 2030, c'était vraiment cette année, donc on est vraiment sur la dernière ligne droite. Il y a des prototypes qui sont en test aussi et après je voudrais vous donner la parole, Philippe Boucly, depuis l'année dernière. Donc ça va représenter selon vous quel segment sur le marché? So the translation was bad. Maybe she can repeat that. How much do you think? Can you repeat the translation, please? Il faudrait que vous répétiez votre question. Il y a un problème technique là. Il y a eu un sifflement. Segment, c'est segment, oui. Alors en fait, on commence avec le générateur. On pense que pour l'électrification, en fait, une production décentralisée d'électricité est nécessaire. Et donc, on va démarrer une telle application où la fourniture de l'hydrogène peut être gérée très facilement. En fait, pour l'industrie de la construction du bâtiment, mais également pour ce qui est de mobilité. On a un petit problème de traduction parce qu'en fait il y a des sifflements dans les oreillettes. Bon, bref. Je voudrais qu'on parle des financements publics. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous pour soutenir la filière? Parce que c'est important, j'imagine aussi, si on veut intégrer complètement l'hydrogène finalement dans le fameux mix énergétique. Alors, quand la stratégie française de l'hydrogène a été publiée en septembre 2020, il y a 7,9 milliards qui ont été promis par le gouvernement. À cela, 7,2 milliards, auquel le président Macron a ajouté 1,9 milliard dans le cadre de France 2030. Et puis, si vous comptez des budgets annexes, vous avez de l'ordre de 10 milliards. Sur ces 10 milliards, une bonne partie a déjà été allouée à des démonstrateurs. Ça, c'est le travail de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, qui a alloué à peu près 320 millions d'euros pour des démonstrateurs, des projets pilotes, pour un financement global de 1,3 milliard. Il y a également, très tôt, l'hydrogène a été considéré comme une chaîne de valeur stratégique et à ce titre-là peut relever d'un
IPCEI, un projet important d'intérêt européen commun. Et donc ça veut dire, c'est pas de l'argent européen, c'est de l'argent national, mais l'Europe donne l'autorisation finalement de financer des champions nationaux. Et là, c'est un peu plus de 2 milliards qui sont alloués pour la construction de gigafactories qui vont produire des réservoirs pour les camions, pour les engins, des piles à combustible et également des électrolyseurs pour produire cet hydrogène. Donc disons tous les éléments de la chaîne de valeur amont pour produire cet hydrogène. Il y a également, même si le décret n'est pas sorti, il y a également la proposition d'un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène propre. Donc là, le gouvernement allouerait de l'ordre de 4 milliards pour produire de l'hydrogène par électrolyse, 1000 mégawatts d'électrolyseurs. Donc si vous faites le compte, vous êtes à 6 ou 7 milliards qui sont déjà fléchés. Je ne dis pas qu'ils sont dépensés, mais ils sont fléchés. Alors est-ce que c'est suffisant? C'est ça votre question? Pas tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que le soutien existe et est très fort pour tout ce qui est l'amont, donc les matériels, l'hydrogène propre, mais pas trop pour les utilisations. Donc il faudrait encore un petit coup de pouce sur les utilisations pour justement développer ces matériels. On a les innovations, on a la technique, mais il manque des maillons dans la chaîne, c'est un peu ça. Et en fait, on s'aperçoit aussi que par rapport à l'Allemagne, qui a, je dirais aussi, fléché plusieurs milliards d'euros, on l'a fléché sur l'utilisateur et pas forcément sur le producteur de l'hydrogène vert. Et on le voit bien notamment avec l'ADEME, les projets ADEME qui sont assez complexes. En tout cas pour nous, collectivités, quand on présente avec l'industriel le projet, on s'aperçoit qu'on nous demande effectivement de garantir les usages et notamment effectivement d'avoir la clientèle certaine pour avoir, je dirais, la production. Sauf que la clientèle certaine, finalement, c'est un peu l'oublié, je trouve, moi, de la démarche française. Parce que c'est lui qui, en achetant des camions, en achetant des pelleteuses, en achetant du matériel qui aujourd'hui est très supérieur en coût par rapport à un camion ou une pelleteuse normale, s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas subventionné, il ne le fera pas. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc les stratégies européennes sont un peu différentes entre les pays. Donc l'Allemagne a plutôt décidé de subventionner le client plutôt qu'effectivement le producteur. Le producteur, il a aussi sa part de risque, mais le client, lui, s'il n'a pas d'aide pour acheter le matériel, eh bien il n'en achètera pas et on n'arrivera pas à écouler la production. Ouais, faites le même constat, Bruno Meunier. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, les solutions techniques commencent à voir le jour. Donc le sujet sera bientôt plus celui-là. Mais effectivement, le problème de coût reste prégnant. Moi, je sais que donc sur le grand quart sud-est de la France, on est régulièrement sollicité par des projets de développement de production d'hydrogène. Et ils cherchent effectivement, dans l'aval du process, un client qui s'engage à une consommation. Et on est contraint de s'engager sous réserve de respect effectivement d'un cadre économique qui sinon n'est pas tenable. Donc c'est effectivement le verrou qu'il faut faire sauter pour que vraiment ça se développe, quoi. Donc on a le produit de base, on a la technologie pour l'utiliser, mais il manque des bouts au milieu, quoi, pour arriver à faire le lien. C'est à l'État de faire en sorte que ça accélère les boucliers. Là où on travaille le plus actuellement au sein de l'association France Hydrogène, c'est sur le développement des véhicules utilitaires. Alors on est un peu en dehors de l'objet de ce salon, mais ce qu'on constate, c'est qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table, c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire du côté des énergéticiens de façon à produire de l'hydrogène dans de bonnes conditions. Mais il y a un problème de sécurité aussi qu'on n'a pas abordé, mais qu'on pourrait aborder. C'est général, mais il est bien pris en compte. Les acteurs de la filière sont bien conscients que s'il y a le moindre problème, ça va être un coup d'arrêt à la filière. Donc, et on a notamment en France l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence, qui sont des experts mondiaux dans ce domaine. Donc, alors si je reviens donc au sujet qui nous occupe là, il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table, c'est-à-dire un effort de la part des
énergéticiens de façon à produire de l'hydrogène dans de bonnes conditions et pas trop cher. De la part des constructeurs de matériel, parce que leurs matériels sont encore chers, mais il faut qu'ils donnent une trajectoire de décroissance des prix. Et puis également les clients, certains sont prêts à payer un premium, alors pas tous, mais dans certains segments, ils sont prêts à payer un premium. Donc on en est là. C'est le verrou qu'il faut lever actuellement. Le prix, Marcus, c'est encore un frein. Yeah, I think usually Oui, j'ai tendance à dire que c'est une équation entre 3 produits. Donc en Europe, on est très en retard. Désolé, l'interprète n'entend rien. Il y a trop de sifflements. Je n'entends rien. Bon, alors il faut que les produits soient disponibles. Nous, par exemple, on propose les moteurs, les piles à combustible. Le produit doit être disponible. Ensuite, il y a le TCO. Parce qu'il faut bien que nos clients gagnent de l'argent en utilisant nos matériels. Donc, il faut que les gouvernements s'engagent, une politique fiscale appropriée. Et ensuite, vous avez la construction elle-même. Jantes, c'est quelque chose qui est important. So, an appropriate tax policy, that's important. The state needs to invest. Do you agree with this? Yes. Well, as the President of France said, it's not necessarily a problem of money, but of targeting the investments and of flows. You have to finance value. And the main difficulty in developing hydrogen right now is the cost of equipment. When we move to... Un camion à hydrogène, il vaut quasiment 3 fois le prix d'un camion thermique. Donc s'il n'y a pas d'aide immédiatement là-dessus, il n'y aura pas de consommation directe. Donc si on veut vraiment développer la filière, il faut pouvoir effectivement... Alors ça peut être des incitations fiscales, comme ça peut être effectivement aujourd'hui plutôt le choix de l'État français, de la subvention sur l'achat de matériel. Je vous voyais réagir, Philippe Bouclier. Non, sur le... 3, c'est peut-être... Oui, peut-être un peu trop. C'est 2. Moi, je suis d'accord avec monsieur. Ah, bon, on a un débat sur les prix. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, un débat sur les prix. Oui. Enfin, plusieurs commentaires sur la question des prix. D'abord, les prix baissent et ils baissent relativement vite. Alors, encore une fois, je vais donner c'est toujours pareil, hein, il y a un passage à l'échelle nécessaire pour que ça baisse réellement. J'ai pas d'exemple dans le domaine des engins de chantier, mais dans le domaine des véhicules utilitaires légers, Stellantis nous a dit son véhicule utilitaire léger, le Vivaro ou le Jumpy ou l'Expert, il valait 120 000 €, il va valoir au mois de juillet 70 000 €. Et c'est encore trop cher, mais c'est quand même significatif. Et il y a des solutions, c'est pour ça que je disais 2 fois, voire même moins, parce que maintenant des solutions apparaissent de rétrofit. C'est-à-dire que vous démontez le moteur et vous mettez une pile à combustible à la place. Ouais, on remplace le moteur diesel par de l'hydrogène. Voilà. Et ça, c'est peut-être une des solutions qui va permettre la démocratisation. Alors je ne sais pas si DOS le fait, mais il y a aussi des constructeurs, je pense à JCB là, qui sont présents ici, qui ont passé leur grue, leur énorme pelle, 40 tonnes, ils ont passé à des moteurs à combustion interne à hydrogène. Je voudrais savoir aujourd'hui si vous aviez la possibilité de citer quelques-uns des freins qui pourraient, s'ils étaient levés, vraiment accélérer les choses. Vous diriez quoi ? Alors, on en parlait du coup, on ne va pas forcément revenir dessus. Après, on a un temps administratif de la prise de décision sur la mise en place des écosystèmes hydrogènes qui reste encore assez extraordinaire. Donc ça c'est un des éléments effectivement par rapport à d'autres pays européens, parce que je pense qu'il y a une course aussi à l'hydrogène qui n'est pas simplement que française, elle est européenne, elle est mondiale. Donc voilà, on a encore effectivement des circuits assez importants. Je vois pour monter un dossier ADEME, pour monter un dossier régional, pour monter un dossier européen,
notamment pour avoir les subventions permettant de se lancer dans le dispositif. Donc moi je le vois effectivement, ça fait déjà près de 2 ans qu'on travaille aujourd'hui avec Life sur la partie administrative. Ensuite, on aura effectivement toute la partie construction qui va se lancer. Donc voilà, ce sont des paramètres franco-français. Hein. Je dirais qu'il faudrait pouvoir la simplification administrative. Et c'est un grand débat qui a lieu actuellement. Donc j'ai regardé attentivement si Bruno Le Maire en parlait tout à l'heure sur la simplification pour les entreprises. J'ai pas forcément vu cela, mais voilà, c'est en dehors du coût qui est, je le vois moi avec les grands transporteurs, les grands logisticiens, effectivement qui attendent la baisse importante des coûts et qui attendent surtout que la production de masse d'hydrogène vert arrive. En tout cas, les projets sont là et bien là, on le voit avec vous 4 autour de la table aujourd'hui. Merci d'être venus débattre de cet hydrogène vert qui sera une des solutions demain pour les travaux publics et le bâtiment. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous.